Bonsoir, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir pour une soirée très exceptionnelle. Je ne peux pas le dire autrement. D'abord, bah oui, ça commence. D'abord parce que vous allez découvrir Annette, le film de Léos Carax. Et ensuite parce que j'ai le grand plaisir d'accueillir Caroline Champetier. Et c'est à la fois un grand plaisir que vous allez partager avec nous et un peu un grand honneur de recevoir une directrice de la photographie. Pour vous. Voilà, qui est rentrée de Cannes pour venir directement au Vincennes. Je ne suis pas forcée, hein, parce que bon, 3 jours, on n'en peut plus. Donc, du coup, peut-être juste... Pardon. Alors, quelques courts mots avant le film, parce que l'idée, bien évidemment, c'est qu'on puisse discuter avec vous et surtout avec Caroline une fois que vous aurez vu le film. Je pourrais rappeler en quelques mots, mais c'est pas possible en quelques mots, la carrière de Caroline Champetier. Non, ça, on s'en fiche un peu. Voilà, on s'en fiche un peu. Peut-être je peux dire quand même un tout petit peu. Voilà. Hein. Non. Peut-être qu'on peut dire que vous... Alors, je ne sais pas si on se tutoie ou on se voit. Bon, on se voit peut-être, sinon on va être encore plus intimidé. Voilà, je vais perdre tous mes moyens. Peut-être qu'on peut dire que vous êtes une directrice de la photographie qui avait travaillé avec plusieurs générations de cinéastes, en commençant, si on devait prendre des catégories presque qui nous viennent de la peinture, avec des grands maîtres, hein, comme Rivette, Lanzmann, aussi, alors Godard, que vous mettez plutôt dans la nouvelle, enfin, qui est pas un grand... Je me suis déjà embrouillé les pinceaux dans tout, Rivette, Truffaut, quand vous étiez assistante de Loubchansky, Godard, Desplechin, Beauvois, Je vais le dire. Jacot. Non, mais justement, tu vois, le truc, c'est que c'est voilà. Des générations qui suivent. Je travaille avec ce qu'on pourrait appeler les dinosaures. Et puis après, il y a eu les neveux, qui sont Jacot, Garel. Téchinet. Et puis après, il y a les fils de ces gens-là, ou les petits frères de ces gens-là, qui sont Beauvois, Desplechin, Laetitia Masson, et donc Carax peut faire partie. Et puis après, il y a encore une nouvelle génération, et ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est une chance, c'est ce qu'on appelle de la chance. Voilà, vraiment, je pense que c'est assez inutile de parler de moi. Là, vous découvrez un film qui a une jeunesse quand même de 4 années. Je pense que il y a une forme de profondeur que vous allez ressentir. Et il y a une phrase de Marguerite Duras que j'aime beaucoup qui disait « Oh, comme vous avez de la chance d'aller pour la première fois en Inde ». Je dirais vraiment, vous avez de la chance de voir pour la première fois Annette. Donc, on en parle après. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez dit juste en présentant le film que c'était un film qui s'est fait sur un temps assez long. Moi, j'ai envie de dire, juste pour lancer un petit peu la première question, et je ne sais pas ce qu'en pensent les spectateurs, j'espère qu'après vous allez réagir, il faudra attendre le micro qui est là. J'ai eu l'impression, en voyant le film, de retrouver quelque chose que j'avais cru perdu, d'une forme de cinéma à la fois totalement unique, parce que je crois qu'on a rarement vu un film comme celui-là, mais quelque chose dans sa matière et sa facture que je ne m'attendais plus à voir et que je ne m'attendais plus, disons, qu'il soit possible de faire. Ouais, quand on voit La Nuit du chasseur, je pense que les gens ont dû être aussi étonnés que on m'entend là ? Il faut que je colle plus ? Non, mais je vais me coller plus.
Oui, je disais juste, ceux qui ont vu La Nuit du chasseur à l'époque ont dû être étonnés par le film, qui mélangeait quand même beaucoup de styles, on pourrait dire. C'est sûr qu'il y a une forme de baroque dans ce film. Mais ce qu'on a cru perdu, je me demande si ce n'est pas nous, les spectateurs français aussi. Nous, on est très divisés sur la question de Lumière et Méliès, quoi. Et tout d'un coup, de revoir un film qui est vraiment profondément méliésien, ça doit nous surprendre. Je rappellerai quand même que Méliès était français. Vous avez tous vu des films de Lumière, quoi. Lumière, c'est une sorte d'enregistrement du réel. C'est le train, l'entrée en gare à La Ciotat. C'est toutes les minutes lumière qu'on a revues grâce à Thierry Frémaux. Mais j'ai un micro là, ça va pas. Et qui sont, voilà, le réel. Et puis Méliès, c'est l'artifice. C'est ce qu'on fabrique. C'est ce qu'on fabrique avec et pour le cinéma, quoi. Et là, on est effectivement dans un grand film de fabrication. Vous avez certainement, pendant certaines séquences, vous vous êtes demandé mais comment c'est fait. Nous, on s'est beaucoup dit comment on fait. Mais voilà, c'était un peu la même chose dans Holly Motors, quoi. C'est comment on fabrique une chose comme ça. Je ne sais pas si je réponds à cette question de Laura, qui est pourquoi on a l'impression de revenir à quelque chose avec quelque chose de nouveau, dont on a été privé peut-être un peu. Dont on a été privé. Comment dire, le film est d'une ampleur et c'est un voyage. On en parlait tout à l'heure. On a l'impression, je ne sais pas quelle est votre impression, ça va être intéressant de vous entendre, mais on a l'impression qu'on a traversé. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait une grande traversée avec le film, à la fois intérieur et comment dire, à travers plusieurs espaces. On y reviendra, je pense aussi à la question de l'espace extérieur et intérieur, puisque je crois que c'est une des premières choses qu'on entend au début. Hein. Où est la scène ? Outside Within, oui. Outside Within. Hein. Donc voilà, mais effectivement, c'est plus comment... Moi, j'ai eu le sentiment, ce qui revient un petit peu à ce que vous disiez, qu'on retrouve d'une certaine façon comment le cinéma se coltine à quelque chose qui est comment faire et à la matière, alors qu'on est outside and within. Donc comment est-ce que vous, avec Léos Carax, sur ce film dont on imagine qu'il est quand même pas seulement compliqué à fabriquer, mais même à monter, comment est-ce que vous avez envisagé... Monter, c'est-à-dire au sens de monter financièrement, avoir les moyens de fabriquer ce que vous aviez envie de faire, pour revenir sur la question de la fabrication, comment est-ce que vous avez travaillé pour commencer à aller sur ce chemin de cette fabrication si singulière ? C'est surtout la ténacité de Léos, quoi. C'est surtout... c'est incroyable d'avoir comme ça une sorte d'imagination sauvage et de la tenir sur aussi longtemps, quoi. C'est dingue, sur 5-6 ans. Et en même temps... les choses sont toutes plus simples que ça. On le sait, donc les Sparks avaient vu Holly Motors, ils avaient depuis très longtemps envie de faire un opéra filmé, enfin un film, donc ils avaient écrit un livret, et après avoir vu Holly Motors, ils avaient eu des tentatives avec je ne sais plus quel cinéaste, peut-être que vous savez, j'ai oublié. Et ils se sont rapprochés de Léos et lui ont dit, voilà, on a un livret, on a une histoire, est-ce que ça vous intéresse ? Il se trouve que l'histoire, quand il me l'a racontée, moi j'étais un peu flageolante parce qu'il y avait des choses qui recoupaient son existence et ça m'a beaucoup impressionnée, quoi, en me disant, ah oui, peut-être qu'il faut effectivement vivre avec ce qui nous est arrivé, à lui, à moi d'une certaine manière, avec l'imagination. Et puis après, ça a été beaucoup de temps, un premier producteur qui nous faisait avancer à marche forcée, alors qu'il fallait énormément de temps, effectivement, pour envisager cette fabrication. Je peux dire juste première chose, comment on fait un enfant de 1 à 6 ans ?
C'est vraiment une question, quoi. Et là, Léos, il la tranche assez vite, mais sans me dire en tout cas. Ça va être une marionnette juste. Il m'a emmené voir des spectacles de Gisèle Vienne et il a commencé à s'intéresser à la marionnettique. D'ailleurs, en allant dans des directions où très vite, moi, je sais que pour moi, peut-être les autres différemment, mais au début, on était vraiment un petit noyau. Je trouvais qu'il ne fallait pas aller, c'est-à-dire l'animatronique, des compositions de corps qui étaient quand même très artificielles, très fabriquées. Et puis, un jour, on est tombé sur ces deux marionnettistes, elle qui travaille plutôt la physique de la marionnette, c'est-à-dire le visage, et qui a créé ce visage d'Annette auquel on a cru, quoi, sur une image d'une petite fille que Léos avait connue, je ne sais pas, une dizaine d'années avant, petite ukrainienne, je crois. Et lui, Romuald, qui, c'est toute la mécanique, c'est le mouvement, etc. Et on a avancé pas à pas, en se disant, voilà, est-ce qu'on va y croire? Je me souviens avoir été filmer ma fille, Jeanne, qui est musicienne, qui joue de la guitare, à côté de la tête de la marionnette, fixée sur un pied de projecteur, et elle n'avait pas encore ses vrais cheveux, etc., pour voir ce qui se passait. Et quelque chose se passait. C'est-à-dire que quelque chose de la personne humaine et de la non-humaine, eh bien, ça circulait, quoi. D'essai en essai, on a été plus loin et voilà, on a été jusqu'au jour où je ne sais pas, plusieurs mois après, on a vu Marion caresser une marionnette qui n'avait pas encore de cheveux, enfin qui était encore vraiment pas une ébauche, mais qui n'était pas finie. Et ça marchait, quoi. Et donc, voilà, ça nous a donné la foi pour continuer d'avancer dans cette idée folle qu'on pouvait figurer un enfant au lieu de trouver, c'est pas 6 enfants qu'il fallait, c'est 12. C'est 12, parce qu'un enfant, ça se modifie tout le temps, quoi. Et que justement, peut-être que l'idée, c'était d'avoir un concept d'enfance plutôt qu'une réalité d'enfant. Vous voyez, c'est-à-dire un enfant qui... moi, je viens d'avoir une petite fille. Je ne dis pas le mot, mais petite fille, vous comprenez. Et c'est dingue ce que ça change. Donc évidemment que c'était impossible que ce soit un petit humain, quoi. Mais il fallait que ça leur devienne. Et ça a été aussi une sacrée question. C'est à quel moment? À quel moment? Et j'ai toujours dit à Léos, mais Léos, faites confiance au cinéma. Ça va venir comme ça. Et il s'est mangé la tête. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle jette la marionnette, il fallait ci, il fallait ça. Et c'est résolu dans un truc de montage. Enfin, un truc de montage et de son. Parce qu'elle dit « You also have change ». On la voit juste après qu'il se soit un petit peu frotté les yeux, comme l'idée « oui, je me frotte les yeux, qu'est-ce que je vois ?» quoi. Comme si, en fait, elle avait toujours été réelle, ou elle... Enfin, c'est assez ambigu et profond, quoi, cette histoire de la voix humaine à la fin, quoi. C'est assez bouleversant. Et elle dit d'ailleurs... j'ai été votre jouet, oui, dans oui. Ce duo de la fin que moi je trouve... Les enfants, ils sont souvent le jouet des parents. Hein. Oui. Et du coup, alors, il y a la décision qui vient assez vite, donc dans ce que vous avez dit, en tout cas de la part de Léos Carax, de faire interpréter, si je puis dire, l'enfant par une marionnette. Elle est tellement incarnée, finalement, que je dis interprétée comme si c'était une actrice. Ah ben non, mais c'est une actrice, parce que, voilà. Et c'est même plusieurs, parce qu'une marionnette, c'est 1, 2, 3 personnes. Parfois, c'est 3 personnes qui l'activent, pour qu'on bouge les jambes, les bras, la tête, etc. Donc oui, c'est une actrice, absolument.
Et du coup, quand vous dites ça, on comprend aussi combien est-ce que cette décision entraîne, justement, après je vais passer la parole au public, mais là encore une fois, parce que je veux qu'on revienne sur cette idée de fabriquer quelque chose qui devient le rêve qu'on voit, l'opéra qu'on voit, en fait le cinéma surtout qu'on voit. Ça veut dire pour vous, comment est-ce qu'on peut filmer une marionnette, sachant qu'il y a les marionnettistes, comment est-ce que ça a conditionné la manière dont vous avez envisagé le reste du travail? J'imagine que oui. Et la deuxième question, c'est du coup, est-ce que la manière dont ça a aussi, est-ce que ça a conditionné aussi la façon dont le film a été tourné, non pas par quelques séquences à Los Angeles, mais en Europe? Non, mais ça, tourner le film en Europe, c'était... C'est aussi quelque chose qui est venu tout de suite? Mais non, c'est pas venu. Le film, tout au départ, il aurait été sans doute américain, mais voilà, c'est compliqué, les Américains, et en plus, Léos a senti très vite que ça serait une pression qu'il n'avait pas envie d'avoir. C'est pas un cinéaste qui peut travailler avec la pression. Donc, il lui fallait du temps, il fallait je veux dire, travailler aux États-Unis, c'est travailler au rythme des studios, ou alors travailler au rythme ou alors il faut être Coppola, Scorsese, et encore, pour que ce rythme-là, vous arriviez à le supporter. Donc, c'est un film qui est fait, c'est beaucoup d'argent, parce que le chiffre que je vais vous dire, peut-être ça peut choquer, mais par rapport à certains films, vous voyez, c'est 16 millions d'euros, ce film. Enfin, quand on pense que le film de Ozon est fait avec 10, d'ailleurs, les Américains à Cannes, ils comprennent pas. Ils ne savent pas vraiment, vous voyez, mais pour eux, c'est 25. Mais les 10 qui n'y sont pas, bah, c'est quoi? C'est du travail, c'est du temps, et c'est une sorte de passion de la fabrication dans lequel on est pris quand on crée des objets comme ça, quoi. Bravo, enfin, je suis très impressionné par le film. Je vais me m'asseoir, je suis trop impressionné. Je suis très impressionné par l'enchaînement des plans, la composition, le placement de la caméra. Et justement, j'ai une question sur la fabrication. Comment vous travaillez? C'est-à-dire, est-ce que le film est storyboardé en entier, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez un décor et vous réfléchissez au placement de caméra une fois que vous êtes dedans? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup avec Léos Carax, ou est-ce que vous avez votre manière de faire? Voilà, moi j'ai une vraie question sur cette fabrication-là, les cadres. La seule séquence qui est storyboardée, on n'a pas suivi le storyboard puisque c'est l'hyperbole, et que, comme vous avez vu, ça a fini, je dirais, aux 2/3 en 3D ou à la moitié en 3D. C'est étrange en fait. Maintenant, je me formule plus comme on a fait. C'est énormément de préparation, effectivement d'investissement dans les décors, de répétition dans les décors avec Léos, parce que c'est pas avec Adam Driver qu'on a répété, hein. Et lui, il est arrivé pas juste avant, mais quand même assez peu avant. Ce qu'ils ont fait, les acteurs, c'est enregistrer leur partition. Il faut que vous sachiez que c'est du live, c'est-à-dire que là, les acteurs, ils chantent vraiment. À part quelques moments... Pardon ? Marion Cotillard aussi ? Oui, absolument. Elle chante très très bien, Marion. Sauf dans l'opéra, où là, elle atteint des choses et sa voix est morphée avec la voix d'une chanteuse lyrique. Mais sinon, par exemple, la grande scène dans la chambre, c'est absolument elle qui chante. Donc, c'est beaucoup d'entraînement pour eux, et ils ont enregistré leur partition avant le film. Et évidemment, après, ils l'ont enregistré pour qu'on puisse travailler. Hein, ils l'ont enregistré pour qu'on puisse composer, mais quand on tournait, la musique était envoyée par des oreillettes dans leurs oreilles et eux chantaient. Hein. Nous, on n'avait que leur voix, on n'avait pas la musique. Alors après, en ce qui concerne la caméra, on en avait plusieurs. On avait 2 Venice, 2 Alpha 7.
il y a certaines séquences qui sont en monocaméra, si vous avez envie qu'on précise séquence par séquence. Les shows, par exemple, sont tournés à plusieurs caméras. La tempête aussi, la plage aussi. Mais justement, la séquence de la chambre ou les séquences au bord de la piscine sont tournées avec une seule caméra. Je dirais que c'est plutôt une sorte de repérage avec des gens qui jouent les acteurs ou Léos qui aime bien faire les rythmes lui-même. Et souvent, je le filme avec l'iPhone. Et comme ça, on comprend une sorte de rythme. Et on se dit, là, ça va être filmé comme ça, stead, par exemple. Là, on peut reprendre avec un rail. Là, on peut faire... par exemple, dans les shows, on voit très bien qu'il y a ces grands plans séquences qui balayent de gauche à droite le théâtre ou les music-halls, et qui sont donc des plans séquences sur travelling, dolly, rail évidemment, avec un zoom que je tiens. À l'avant, il y avait quelqu'un avec une autre Venise qui était déportée, parce que la Venise a cette caractéristique de pouvoir se séparer avec un bloc avant, objectif et caméra, disons, et puis un bloc enregistreur. Et puis il y avait un alpha 7 en haut à droite et un autre. Voilà. Je vous explique un peu, ça va bon. Après, il y a des séquences. Ce qui est un peu particulier, et ça c'est une chose, je me le suis demandé un peu quand j'ai commencé à analyser les films de Malick et à me dire mais comment il fait ? C'est-à-dire il change tout le temps. Il change tout le temps d'outils. C'est-à-dire cette idée qu'il faudrait avoir un seul outil, travailler avec un camion où vous avez tout, il ne faut utiliser que ça. Déjà, ça fait longtemps que je n'aime pas travailler comme ça, parce que je pense qu'un film, ce n'est pas un truc mou, une sorte de consensus technique, il faut que tout passe par là. Un film, c'est un plan, un plan, un plan, et puis une séquence, une séquence, une séquence. Et les séquences, elles sont différentes les unes des autres. Il faut travailler pour la séquence. Il faut vraiment la comprendre. Il y a des séquences qui demandent plus, moins, en lumière, en machinerie, etc. Donc, j'ai essayé de fabriquer à la fois une équipe humaine et un parc de matériel qui soit, multiple. Voilà. Et on a travaillé de façon assez moderne, c'est-à-dire le Steadicam, parfois la caméra, le Rialto à la main, ou des choses quand je suis dans la chambre de l'enfant. Vous pouvez voir des photos de ça, de tournage sur le site de l'AFC, où j'ai fait un entretien. Et puis il y a des séquences qui sont faites, comme moi j'ai appris le cinéma quand j'étais assistante, sur les films de Rivette, c'est-à-dire des plans, des longs plans séquences sur plaque, avec une dolly, des montées, des descentes, etc. Et ça, je crois que mélanger quelque chose qui est purement classique comme façon d'écrire, et puis des choses qui sont plus heurtées, plus modernes, et c'est même ce que j'ai fait avec les optiques. Mais je dirais par contrainte, comme on choisit la marionnette par contrainte. Mais les contraintes, c'est des choses qui vous font avancer au cinéma. Ce n'est pas des choses qui vous... Surtout quand on arrive à les dépasser. J'ai une série d'optiques modernes magnifiques qui sont des Zeiss suprêmes. Et puis, j'ai un zoom 25-250. Je les avais déjà avec Lubchansky. J'ai fait Ponette avec. Vous voyez, des vieilles optiques ingénieuses qui n'ont pas du tout la séparation en densité qu'ont les optiques modernes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une optique moderne, entre la haute lumière et le noir, c'est d'une finesse absolue. Ces optiques anciennes, elles sont gagnées par le noir. Vous voyez ce que c'est vignetté. Vous avez tous vu dans les films anciens, les optiques, elles vignettent. À partir du moment où on ferme, on voit cette espèce... Et en fait, c'est magnifique. Le vignettage aujourd'hui, les gens le font en post-production. C'est-à-dire, en post-production, ils me disent « vignette-moi cette image ». Parce qu'effectivement, c'est toujours vers le centre qu'on regarde. Donc, il y a une vraie... Je dirais qu'il y a d'abord une vraie grâce, mais une vraie intelligence quand même du matériel archaïque. Et ça m'a
c'est pas que ça m'a intéressée parce que je savais, d'une certaine manière, moi j'étais aussi dans la contrainte. Je me suis rendu compte que moi, à l'étalonnage, je me suis tenue entre les optiques modernes et les optiques anciennes. J'ai un petit peu recharbonné les optiques modernes. Vous voyez, j'ai ramené le noir. C'est parce que, en fait, le problème de l'image dans ce film, c'est pas un problème, mais quand vous lisez ce scénario, vous dites ah ouais, tout va se passer dans le noir. Ouais, tout est dans des théâtres et tout est la nuit. Donc, comment vous faites pour faire un film qui soit pas un film obscur, quoi, hein, ou un film, il va falloir se battre avec le noir, quoi. C'est là que la couleur est venue et je me suis dit il faut ramener la couleur de façon très très puissante, quoi. C'est Cast into the Abyss, c'est aussi un des sujets du film. C'est le sujet du film. C'est le sujet du film. Absolument. Mais tu as absolument raison. Mais avec Léos, on est presque toujours mis dans la situation de se battre avec le noir, à la fois au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que lui aussi est comme ça, il l'est, mais il y a une forme de mélancolie. Donc, oui. Alors, l'histoire, si vous voulez, l'histoire, en fait, c'est les Sparks qui l'apportent à Léos. C'est un livret, c'est comme un librettiste à l'opéra. Ils apportent ce livret, cette histoire, de deux artistes, l'un stand-up et l'autre chanteuse lyrique, qui ont un enfant. Ce que vous avez vu Après, Léos, ce sur quoi il travaille, c'est les chansons. Il en a écrit certaines ou co-écrit certaines. Et puis ce qu'on écrit ensemble, c'est effectivement la mise en scène. Enfin, là, non, c'est mal formulé. Ce qu'on écrit. Qu'est-ce qui a plus plu en elle par rapport à d'autres qui auraient pu être retenus? Alors, Adam, il a toujours été du projet. Depuis 6 ans où l'idée de ce film et où en fait on réfléchit, il a toujours été là et dit qu'il serait là, ce qui est énorme pour la faisabilité d'un film comme ça, parce qu'il est quand même dans les 5 grands acteurs américains aujourd'hui. On est passé par beaucoup d'actrices. Il y a eu Alicia Vikander, il y a eu plusieurs américaines, il y a eu, je sais pas. Puis à un moment donné, il a pensé à Cotillard. Elle était enceinte, elle ne pouvait pas. Et puis il y a eu un changement de producteur qui a fait que, bon, elle a eu son bébé, nous on a été bloqués et après il l'a retrouvée. Pourquoi elle? Maintenant, c'est quelque chose que j'arrive à formuler et que je ne suis pas certaine que Léos le dise de cette façon-là, mais je le vois comment il est même maintenant, même à Cannes, là, il se rapproche l'un l'autre, parce que je pense qu'ils sont extrêmement timides l'un l'autre, enfin en tout cas Léos. Elle a une faculté de disparition, Cotillard, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, ça c'est une phrase de Godard dans Soigne ta droite, un grand acteur n'aime surtout pas apparaître, mais aime terriblement disparaître. Je crois que je la cite. Et ben, ça se voit, quoi. Elle est multiple, quoi. Et je crois que c'est ce qu'il fallait pour ce rôle, outre le fait qu'elle chante, quoi. Mais c'est une actrice très étonnante. C'est la deuxième fois que je vois ce film et lors des 2 visionnages, j'ai juste été marquée par la beauté de l'image et la musique. Enfin, c'est une expérience en soi de voir la combinaison de ces éléments qui est si bien faite et surtout dans le contexte d'un opéra qui est particulièrement difficile, je pense, à mettre à l'écran. Vraiment, j'ai encore le cœur qui bat très fort, pardon, parce que c'est magnifique. Et dans les 2 cas, ce qui m'avait beaucoup marqué dans la mise en scène, c'était cette espèce de dualité entre une scénographie très irréaliste et des moments de réalisme avec la maison en opposition à l'île, etc. Et je voulais savoir à quel point vous aviez été influencé par les scénographies de théâtre et de scène pour exécuter les moments plus intenses en émotion ou les scènes de manière générale. D'abord, la fluidité, le rapport image-son, il vient quand même de la musique. La musique, c'est un rythme. Donc, quand on cadre, on est
ou quand on décrit, enfin, suit un mouvement, qu'on soit le chef machiniste ou qu'on soit la personne à la caméra, on est quand même influencé par la musique qu'on connaît de la séquence, parce que je rappelle qu'elle n'était pas diffusée sur le plateau. Mais il y a quand même la musique de l'acteur qui chante. Oui, je crois qu'on a travaillé... C'est vrai que d'autres comédies musicales, on a l'impression que les choses sont... Soit l'image est plaquée sur la musique, soit la musique est plaquée sur l'image. Là, peut-être que Léos avait une telle imprégnation de cette musique, mais je dois dire que moi, la musique, à un moment donné, c'est plus ce qui m'importait, quoi. Alors peut-être qu'elle m'avait... je l'avais digérée, mais je ne crois pas du tout. Je pense que moi, je suis allée... moi, j'ai fait un film pas muet, parce qu'il y avait le rythme. Mais je ne me suis pas préoccupée de la musique. Je me suis préoccupée des mouvements des acteurs. Et comme les acteurs... Là, c'est de la mise en scène, vous avez raison. Et les acteurs, ils ont une façon de bouger qui a à voir avec la musique. Donc peut-être c'est ça que vous sentez, comme cette extrême fluidité. Mais la fluidité, après, elle vient du mouvement, évidemment du mouvement de la machinerie, du cadre, de la façon dont il suit l'acteur, mais du montage. Et je pense qu'il y a un travail de montage et justement de polir les passages d'un plan à l'autre, parce que d'une certaine manière, les raccords, vous les voyez... C'est très très rare qu'on soit arrêté par un raccord dans le film. Et la fluidité, elle vient de là, je pense, vraiment. Je ne sais pas si je réponds bien à ce que vous... Quand vous vous posiez la question comment est-ce que vous alliez pouvoir gagner sur le noir, c'est là que la couleur... l'importance de la couleur, je ne sais pas si c'est apparu, mais en tout cas, c'est par l'importance de la couleur qu'il me semble que c'est à peu près ce que vous avez dit. Bah oui, mais je me suis dit comment je vais résister au fait que c'est des théâtres, au fait que c'est la nuit, au fait... C'est quoi qui va faire vivre ça, quoi? Et puis, c'est une époque où j'ai vu la série de ce néerlandais, Reft, je ne sais pas quoi, éclairé par Konji, où il y avait des monochromes comme ça. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Dans le cinéma, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses comme ça, de monochromes. Et puis, il y a des projecteurs RVB maintenant qui sont sortis et dont les gens servent. On voit, le cinéma asiatique nous a apporté ça, hein, d'une certaine manière. Moi, je me souviens l'avoir fait au Japon, mais je l'ai fait au Japon parce que ça existait dans le lieu où j'étais. Je me souviens très bien, c'était une boîte de nuit sur un film de Nobuo Uesugi, où il y avait du vert comme ça, du monochrome vert, quoi. Donc, la couleur, elle est venue parce que je me suis dit qu'il fallait quelque chose qui tienne tête au noir. Après, traiter les noirs, c'est aussi une autre affaire, c'est beaucoup une affaire de matière, c'est-à-dire d'avoir une courbe, surtout une caméra, et une courbe qui vous permettent d'avoir des différenciations dans le noir. Ce qui fait que, par exemple, dans les shows d'Henri, on voit cette espèce de cabane dont il sort, on voit sa matière, puis on voit le rideau derrière, on voit quand la fumée, d'une certaine manière, grise un peu ses rideaux, etc. Le noir, c'est compliqué, hein, parce que c'est faible, on le voit là, par exemple, dans cette pièce. Les écarts de contraste, c'est faible, mais il faut les sortir. Parce que sinon, on est sur un aplat, quoi. Surtout dans une salle de spectacle. Le seul endroit où je me suis permise du noir, mais parce que ça fait référence peut-être à une sorte de voûte céleste ou d'infini du noir, c'est le premier spectacle, The First Performance, Annette. C'est quand on voit cette petite chose dans le noir. Alors, c'est aussi parce qu'on veut cacher les marionnettistes. Mais ce n'est pas pour cacher les marionnettistes, parce que sinon, on aurait pu mettre du bleu. Enfin, non, il fallait que cette petite chose, elle arrive du noir, quoi. Et justement, là, c'est un noir très profond, comme on a perdu aussi l'habitude d'en voir. En tout cas, c'est difficile. Ah ouais ?
Oui, mais ça, c'est parce qu'on a bien travaillé, quoi. C'est pas, oui. Quand même. Elle est jaune, lui est vert. Il y a des couleurs par personnage. Annette n'en a par moment. Oui, mais peu. Annette n'en a pas nécessairement. Et puis après, il y a ce que je rajoute. Moi, je dirais que Léos s'occupe plutôt de la couleur sur les personnages. Et moi, je m'occuperai de la couleur dans les décors. Qui sont assez stupéfiants, cette maison et cette piscine. Ce sont des lieux presque, c'est là aussi, outside and within. On est dans quelque chose dont on... Oui, c'est vrai. On est à une... on ne sait pas très bien si c'est un lieu ou si c'est un lieu intérieur. Ce sont les deux en même temps. Oui, mais c'est sans doute ça qui nous a plu et qui a plu à Léos. Alors, c'était les références de Florian pour la maison d'Anne, parce que c'est sa maison à elle. C'était du Frank Lloyd Wright, ou alors la maison de la mort aux trousses. C'était ces maisons américaines avec une architecture très marquée, quoi. Toujours inscrite dans la nature. Et inscrite dans la nature. Et donc on a trouvé cette maison en Flandre. Et elle était trop petite. On pensait qu'elle était trop petite. Et on en a visité énormément, mais aucune ne nous a attirés comme celle-là. Donc on est revenu à celle-là. J'ai demandé à un de nos régisseurs qui avait à peu près la taille d'Adam d'y aller. J'ai fait filmer quelqu'un pour voir si son corps tiendrait dans cette maison. Moi, c'était mon inquiétude. Et puis, on a fait construire en studio les deux chambres, celle d'Annette et celle des parents. Moi, je suis très stupéfaite. Donc, en fait, l'escalier, c'est le vrai escalier de la maison. Et puis, vous voyez, quand il monte et qu'il casse les cadres et tout ça. Et la chambre, les deux chambres, on est en haut. Et parce que moi, ce qui m'impressionne aussi beaucoup, et d'ailleurs qu'il y a un plan qui va marquer. Ça, c'est quand on voit la piscine, c'est vrai. Hein. C'est la vraie maison, ça. Ouais. Bah oui. Oui, mais c'est stupéfiant. Alors c'est la vraie maison, mais la piscine, elle n'est pas cette couleur verte. C'est la vraie piscine, mais c'est non, là, les projecteurs. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez stupéfiant. Alors le vert, il a toujours voulu que cette piscine soit verte, donc notre problématique, c'était de quelle puissance, parce qu'il est vert. Mais Léos vert, non, très vert. Et à l'arrivée, elle est très verte. Bonsoir, moi aussi, c'est la deuxième fois que je vois le film. Et je vais rebondir sur plein de choses qui ont été dites, parce que mardi, quand j'ai vu la première fois, j'ai eu du mal à encaisser. Et je rebondis sur ce qu'a dit Laure en tout début, on n'est pas habitué. Il y a trop de travail, le spectateur français, en effet, n'est pas habitué. Moi, j'ai fait un autre travail, peut-être le même travail que les comédiens, c'est que la musique, je la connais par cœur depuis. Je l'ai écoutée, j'ai acheté le disque, et je pense que vous êtes une fan d'image, et en fait, j'aurais envie de vous faire parler de musique et de comédie musicale, parce que je pense que c'est ça qui est magique en fait dans le film, c'est cet alliage entre l'image et le son, et il y a une somme de travail qui est considérable, je pense, dans tous les corps de métier. Moi, ça me touche, ça m'émeut beaucoup, et dans les remerciements, il y a plusieurs personnes très particulières qui sont remerciées, comme Edgar Allan Poe, par Léos Carax, King Vidor, et un compositeur aussi qui s'appelle Stephen Sondheim. Je pense qu'il donne... Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est un génie qu'on connaît très peu en France. On le connaît un tout petit peu. Mais moi, que je connais un peu aussi. Grâce à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Chopin, qui s'est occupé du théâtre de la ville et qui a fait venir la comédie musicale à Paris. C'est lui qui a fait, par exemple, vous le connaissez parce qu'il a fait les lyrics, les paroles de West Side Story. Mais surtout, moi, je n'ai pas arrêté de penser à Sondheim. Et quand je l'ai vu au remerciement, je me suis dit, oui, bien sûr. C'est-à-dire, il a fait des comédies musicales qui sont extrêmement sombres, où là, on se bat contre le noir, mais le noir de la vie, c'est Sweeney Todd. Sweeney Todd, vous voilà. Savez, l'histoire du barbier qui avait fait Tim Burton. C'est Into the Woods. C'est des comédies musicales qui sont à la fois comme ça. Moi, je pensais... Là, c'est Léos Carax, c'est l'héritier de Sondheim. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ces moments de grande joie, le plaisir de la comédie musicale, et puis il y a cette espèce d'obscurité, de lutte contre le mal, de présence du mal.
qui est de plus en plus forte. Et là, je pense que je comprends le travail que vous avez dû faire en tant que chef-op, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui tire vers il dit les abysses, c'est dit dans le scénario. Mais c'est du son. Je me demandais si vous avez fait écouter ou regarder Sondheim. Et vous parlez souvent de La Nuit du chasseur, mais je comprends évidemment pourquoi. Mais le film, il renvoie au musical en permanence. Et je me demandais si ça vous a des films que vous avez inspirés particulièrement ou... Non. Mais Léos, il n'explique rien. Rien n'est jamais psychologique. Il vous met sur des pistes. Il vous donne il vous fait mordre à un hameçon, et puis après il faut produire, il faut amorcer le geste. Et quand vous commencez à amorcer le geste, il vous dira oui, non. Il ne fait que vous orienter, quoi. Et après on commence à s'avancer de plus en plus, à prendre des risques. Et non, ce qui est quand même très... Ce qui nous soude, quoi, c'est que il prend les risques avec nous. Par exemple, la séquence de la tempête, c'est un truc, c'est des risques dingues que je prends, parce que ça, c'est vraiment un truc que je conçois. Je suis pas, j'aime ça, hein, j'aime la fabrication, la mécanique, etc. Et puis on avait fait Holly Motors. Du coup, des projections, je savais ce que c'était. Toute la limousine, elle est faite sur des projections. Hein. Enfin, l'intérieur de la limousine. Donc, à un moment donné, quand on s'est dit qu'on ne travaillerait pas en réel, qu'on ne travaillerait pas dans un water tank de studio à l'extérieur et qu'on serait en studio intérieur, assez vite, la seule solution qui m'est apparue, c'est la projection. Mais quelle projection ? Et ça, c'est là où la vague verticale m'est apparue. Et c'est drôle que je la revoie sur l'affiche, quoi. Parce que ça a été un truc... Je me suis dit, mais c'est ça, quoi. Ça, le Florian a apporté une image, je ne sais pas si elle est sur le site de l'AFC, qui était tirée d'une bande dessinée. On voyait des gens sur un bateau et un mur derrière, d'eau, de mer, quoi. Et en fait, j'ai tout de suite pensé aux vagues de surf. C'est-à-dire à ce que c'était qu'être dans le tube, parce que j'ai été dans un tube, j'en ai fait un peu de surf. Et que là, je me suis dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec le ciel ? Sur le bateau, il faut de l'eau. S'il faut de l'eau, ben on projette de la vague. Et parce que c'était ça qui était compliqué. Ça aurait été projeté de l'eau et du ciel. Parce qu'on n'est plus sur un plan. D'accord ? Et donc, à partir de là, il fallait concevoir l'espace, quoi. Le bateau sur gimbal, l'écran énorme de 30 mètres circulaire autour du bateau, enfin demi-circulaire, sur 13 mètres de hauteur, avec 2 projecteurs, des LP qui projetaient de 25 lumens, qui projetaient la vague en boucle. Mais quand vous avez conçu ça et que ça fonctionne, et après, tout ça, c'est donc du travail, de conception, j'ai même dans mon iPhone les premiers essais que j'avais faits sur maquette. Vous voyez, on n'y va pas non plus à l'aveugle. Mais une fois que les acteurs sont sur le pont, avec de l'eau, on n'a jamais essayé avec autant d'eau, nous. Hein, on essayait un peu avec les assistants, qu'est-ce que ça fait de tenir sur ce pont, est-ce qu'on ne glisse pas trop, etc. Là, ce qu'on met en place avec une caméra qui était sur des praticables sur lesquels il y avait un dance floor. Ça veut dire que j'avais toute la surface du bateau. Le bateau avait à peu près la surface des sièges, là, je dirais en longueur, hein, sur 1, 2, 3, 4, 5 rangs, je dirais. Tout le long, ici, il y avait un chemin de praticable, sur 2 mètres, 3 mètres à peu près. Et là, une fois qu'ils se sont lancés dans le plan, nous, on a improvisé, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'incroyablement pensé, construit, conçu, et puis, au moment où on le fait, c'est pour ça qu'on dit Méliès, d'accord, mais sauf qu'au moment où on le fait, l'instant, il est roi, quoi. Oui, mais c'est de l'instant, quoi. Quand ils sont tombés, quoi. On leur a pas dit, vous tombez. Ils ont glissé, vous voyez, donc... c'est quand même vraiment un mélange de quelque chose qui
qui vient de couches et de couches de travail, et en même temps une prise de risque, je dirais, absolue des acteurs et de nous. Comme on part d'une partition ou d'un livret, est-ce qu'il y a des scènes ou des séquences qui n'ont pas été retenues dans le montage final? C'est peut-être indiscret. Voilà, c'est une question que je me posais. Il y a une séquence, je sais qu'il y a une séquence qu'on n'a pas montée. J'ai oublié laquelle. Et l'autre, comme on s'appuie encore sur la musique, l'ouverture a été conçue comme ça, comme le générique, c'est quelque chose. Toujours, ça a toujours été un plan séquence. Le générique final aussi, dans l'idée de faire apparaître l'équipe, dans le prologue à la fin du générique. Ah non, ça je crois qu'il en a eu envie en cours de film. En cours de film, mais en même temps c'est inconscient, vous voyez, quand il nous montre, quand il nous montre la référence de l'ouverture, qui est un truc, c'est un mariage californien d'une vedette, Miranda, j'ai oublié qui c'est, qui se marie, et son beau-père et lui viennent faire une sorte d'hommage à la mariée, ils chantent, et petit à petit, tout le monde, c'est-à-dire 1, 2, 3, et puis à la fin, 30 personnes sont là à chanter. Il y a une sorte d'élan là-dedans qui, évidemment, c'était... Bon, ça faisait comprendre aux acteurs l'élan dans lequel Léos voulait qu'ils soient pour rentrer dans le film. Mais ça nous parlait aussi, ça voulait dire l'équipe... Et donc, je crois qu'à la fin, il a commencé à parler de cette farandole, et moi, j'ai eu l'idée des lampions, et c'est là, ici, en la revoyant, où je me suis dit, mais ces lampions, je les connais. Et en fait, c'est des lampions. En fait, c'est en Suisse. La fête nationale, c'est le 1er août. Et mes grands-parents avaient une maison en Suisse. Et donc, on allait à la fête nationale et il fallait avoir des lampions. Donc moi, les lampions, c'était normal. J'ai dit tout de suite, mais il faut qu'on ait des lampions. C'est la solution. Je reviens sur la musique toujours, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on utilise un peu les termes d'opéra et de comédie musicale de manière interchangeable depuis le début de cette conversation. Mais dans l'exécution du film, ce qui du coup m'avait marqué par rapport à la musique, c'était justement que je ne voyais rien là-dedans qui me faisait penser à une comédie musicale, hormis potentiellement les couleurs qui pourraient rappeler Jacques Demy en termes de travail là-dedans. Plus saturé que... Oui, c'est ça. Non, mais certainement, mais dans l'idée, et aussi peut-être Chantons sous la pluie dans certains ensembles, mais que justement, ça s'éloignait vraiment de la comédie musicale et devenait au plus sincère un opéra. Je crois vraiment que le live, il joue énormément. Si vous voulez, je crois que la comédie musicale, c'est quand même des corps qui miment une voix. Parce que, à part les strobes quand ils font Moïse et Aaron, je veux dire, je ne vois pas de gens qui tournent de spectacles musicaux ou de films musicaux en live, quoi. C'était quand même un pari extrêmement risqué. Et là, et d'ailleurs, à la conférence de presse à Cannes, elle a parlé de ça, Marion. Et elle a dit, mais parce que quand vous chantez, vous ne le savez pas, voilà. Mais quand vous chantez, fumer, c'est infernal, quoi. Et je me souviens d'ailleurs qu'elle n'y arrivait pas, que c'était extrêmement difficile dans la séquence où elle chante toute seule dans sa chambre, de fumer aussi naturellement en chantant. Moi, je me demandais pourquoi c'était difficile. Il paraît que c'est très difficile. Donc là, leur chant, il est tout le temps... Il est tout le temps en risque, c'est ce que je dis, c'est une prise de risque par rapport à leur corps et lycée de Versailles. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on ressent, c'est que le corps est absolument présent. Ce qu'on ressent, c'est de l'instant. C'est comme quand je dis on filme en prenant beaucoup de risques, puisqu'on ne sait pas comment vont se conduire les acteurs dans cette scène, et que moi, je ne sais pas comment je vais actionner le zoom. Je ne le fais pas selon quelque chose qui m'a été dit ou qu'on aurait décidé. Je le fais dans une sorte d'instinct, qui est celui de regarder les acteurs faire, quoi, et de la musique, enfin, de la musique, du chant.
C'est clair ce que je vous dis? Et ça, c'est là où, oui, Méliès, mais je pense qu'en même temps, on n'a filmé que de l'instant, quoi. Et c'est ce qu'on ressent, cette vibration-là qu'on ressent. Vous avez tourné plusieurs films avec Léo Carax, et vous devez avoir une très grande relation, mais je voulais savoir quelle liberté il vous offrait dans son film, et quelle part vous aviez sur l'identité du film. C'est compliqué à dire, parce que c'est tellement entremêlé, si vous voulez, à un moment donné. Quand quelque chose est organique, c'est Tarkovsky qui disait ça, dans un travail collectif ou quand vous écoutez un orchestre, vous vous dites pas « Ah, la flûte est extraordinaire et tout le reste c'est de la merde ». C'est l'orchestre. Eh bien, c'est pareil. Il y a un moment donné où on est tous... évidemment que je suis une soliste, je suis un peu à l'avant, quoi, mais j'ai une très grande liberté. Oui. Et puis en même temps, je suis totalement contrainte par son imagination. C'est-à-dire que on ne va pas là où il ne veut pas qu'on aille. S'il ne veut pas, vous voyez, on ne l'entraîne pas là où il ne veut pas aller. C'est lui qui reste maître du film jusqu'au bout. Mais absolument. Et de l'image qu'il renvoie. Non, je ne peux pas dire qu'il est maître de l'image, mais ni moi. C'est le film qui est le maître de l'image. Vous voyez, moi, ce que je fais, c'est ce que je sais faire. Comme les acteurs savent faire, ou comme les ingénieurs du son qui font un travail quand même extraordinaire. Mais l'équipe son, c'était une équipe... j'ai vu ça à Cannes, mais c'était 15 mecs qui étaient là. Moi, j'étais toute seule avec ma... Enfin, j'étais pas toute seule, j'ai une équipe. Mais j'avais pas du tout cette espèce de bande technique qui était le son. Non, on a... Je sais pas, j'arrive pas à me dissocier des autres, de lui, Nous, on est dans un mouvement qui est d'atteindre quelque chose où on se dira, on y croit, mais surtout, on a envie que lui dise « j'y crois ». On est quand même regardé, quoi. Voilà, jusqu'au bout, on est regardé par quelqu'un. Si votre question, c'est est-ce que c'est un grand metteur en scène ? Je pense que c'est un très grand metteur en scène. Mais il n'a pas du tout il n'aurait pas du tout ce qu'on pourrait appeler la posture d'un grand metteur en scène. Vous voyez, d'abord, il n'envoie pas le moteur, il parle très 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 doucement. Les plateaux sont des plateaux incroyablement silencieux, calmes, sauf quand je m'énerve un peu. Et là, il me dit « Oh, Caroline !» Je lui dis « Mais quand même, Léo, cela !» Il me dit « Quand même, il faut que quelqu'un tienne la baraque. » Et je lui dis « Oui. » Donc, il arrive assez vite à me faire... il est très, très drôle. C'est quelqu'un de très, très drôle. Mais je pense qu'il a vécu avec le film. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne le plus. Comme... Là, je vais vous parler de quelqu'un que ça n'a rien à voir, mais il se trouve qu'on le connaît ensemble, qui est Lanzmann. Vivre avec un film pendant tant d'années, c'est quand même un truc incroyable. Et ça fait que dans certaines séquences, on n'arrive pas à le faire changer. Ça, dans la séquence de l'hyperbole, moi, parce qu'on n'avait plus d'argent, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas tout dans le regard d'Adam, quoi. On met une vitre, on fait des reflets et tout, et on comprendra qu'elle s'est posée, vous voyez. Et non, il avait envie du stade, il avait envie de tout voir, quoi. Et puis moi, je suis restée sur mon truc. Lui, il a été sur son truc. Il a fait son mouvement de grue sur la cabine. Mais moi, je me suis dit, lui, Adam, et le plan sur Adam, quelque part, il fait tenir la séquence. Donc, d'une certaine manière, là, on se rejoint dans quelque chose auquel on croit chacun. Et ça, c'est le cinéma, quoi. Là, je parle de ce que je sais de moi et de lui, hein. Mais c'est valable pour tout le monde sur le plateau.
Il vous a envoyé le scénario avant que vous disiez oui ou... Non, il m'a raconté l'histoire. Il a été très malin, il ne m'a pas envoyé le scénario. Le scénario d'Holly Motors, j'arrêtais pas de pester en disant que c'était un scénario illisible et que c'était difficile de voir l'émotion du film. Et là, en fait, il m'a raconté le film. Il m'a raconté l'histoire. Et après, j'ai eu le scénario. Mais très vite, avec Léos, quand on a le scénario, ça devient un outil technique dans lequel chacun amène... Léos amène ses références. Donc, elles sont inscrites dans le scénario. D'ailleurs, il faut que je récupère mes scénarios que j'ai prêtés au cahier et tout ça. Après, je les... Et donc, le scénario qui fait ça, en fin de préparation, il fait ça. Vous voyez ? Parce qu'il est nourri par énormément de références, d'images, de descriptions, de répétitions. Non, ma question, c'était, vous dites oui à Léo Carax s'il vous demande de faire un film avec lui ? Oui. Moi, j'aurais aimé savoir avec quelles références vous ont inspiré dans le travail que vous avez fait avec lui là-dessus, vous. Mais moi, je vais chercher des références un peu techniques. Voilà, j'ai vu ce truc de rêve, et je me suis dit, la couleur, il faut que j'aille par là. Puis après, très vite, parce que j'ai la chance tout de suite de devoir me confronter à l'outil. Donc, je vais voir des projecteurs RVB, je vais essayer de comprendre comment quand ils sont dans le champ, ce qu'ils transmettent comme couleur, mais qu'ils n'éclairent pas l'acteur parce qu'ils n'ont pas assez de portée. Donc, il va falloir que je double tout avec d'autres projecteurs qui vont être soit gélatinés, soit aussi RVB. Moi, je ne reste pas très longtemps dans la référence. Tout de suite, je fabrique des images, à tel point que dans le studio, on est parti à Bruxelles, on est parti en juin, et on tournait en août, même fin mai. Et j'ai demandé, on a investi une ancienne usine, vous voyez, un truc... pas excentré, mais quand même pas au centre du tout, où chacun avait son atelier. Les costumes avaient leurs ateliers, la déco, les marionnettistes, la réalisation, bien sûr. Et moi, tout d'un coup, avec ma petite table et mon truc, je me suis dit, non, moi, je vais me faire un petit studio. Et j'ai fait construire une sorte de petite Black Maria. La Black Maria, c'est le studio d'Edison, le premier studio de cinéma, et qui était grand comme un tiers de cette salle, assez haut, et dans lequel on faisait tous nos essais. Et puis je passais dans les ateliers et je disais à Pascaline, tu veux pas qu'on essaye ce tissu, cette robe et tout? Et puis on essayait. On filmait avec un Alpha 7 qu'on avait à nous, et puis on avait des images. C'était formidable de travailler comme ça. Plutôt qu'on arrive sur le plateau et on se rende compte que la robe de la comédienne ne va pas du tout avec le mur ou les rideaux, ce qui arrive quand même dans certains films. Ça, c'est quand même quelque chose de très rare. Non, c'est juste... Non, mais je veux dire de pouvoir avoir... Non, parce que j'ai déjà préparé des films, j'ai déjà préparé des films sur des longues durées. Mais là, peut-être on était un peu sédentaires et puis on était regroupés, mais... En fait, je me suis dit, non mais il faut tout le temps faire un truc comme ça, quoi. C'est souvent, nous, on fait nos essais chez Panavision, il y a des boîtes noires où on fait tous nos essais. Ça existe, mais là, on avait la nôtre. Et dans un lieu où il y avait chacun... C'était comme dans un grand parking, tu vois, ou comme si on était, je sais pas, ces ateliers comme ça, qui sont comme ça, avec des toits, et où on a borgnolé sur 5 mètres de hauteur, et je crois, borgnolé, ça veut dire que c'était construit en borgnole. En tissu noir. À Borgnole, c'est la maison Borgnole. C'est pour ça qu'on appelle ça du borgnole. Pardon, mais c'est juste une remarque. Vous parliez de l'opposition Méliès-Lumière. Moi, ce qui m'a frappé, c'est plus, je parle plus en termes de, pour faire référence peut-être à Rossini, en termes de morale de cinéaste. Ça m'a semblé extraordinairement noir, pessimiste.
pessimiste, sans aucun échappatoire. On a parlé de Jacques Demy tout à l'heure, on est aux antipodes de Jacques Demy. Et s'il y a un bémol à apporter, ce serait bien cette morale de cinéaste qui me paraît. Même le personnage d'Adam Driver, dans La Guerre des Étoiles, est quelque part plus complexe qu'il ne l'est ici, puisque là, il est entièrement, dès le début, c'est un personnage entièrement négatif. Il commet un féminicide, il tue une autre personne, donc il n'y a vraiment aucun espoir, quoi. D'abord, je ne pense pas que la morale d'un cinéaste ait à voir avec l'issue d'un film, ou même la noirceur d'un personnage. La morale, là, peut-être je vais demander de l'aide à Carole, mais pour moi, la morale de Léos n'a rien à voir, qui est quelqu'un qui est quand même très soucieux de l'autre. Mais ça, c'est sûr que son constat d'impuissance de la nature humaine, il est réel. Mais c'est un constat d'impuissance qu'il fait avec une œuvre de ce type-là. Donc on pourrait se dire que c'est un constat d'impuissance qui est en même temps un feu d'artifice. Donc non, il y a des gens, depuis qu'on a vu le film et qu'on l'a montré à Cannes, il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce que c'est noir. Moi, j'ai été aussi très, très, très choquée. Nous, on a vécu avec, donc peut-être, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. Au point que j'ai cru qu'il allait tuer sa petite fille à 6 ans, là. Il allait le prendre. Ah oui? Ah ben non, mais là... non, mais là, vous avez peur, quoi. Vous faites pas confiance alors, c'est peut-être parce que je l'ai filmé aussi, hein, parce que quand on filme un acteur, ça, l'empathie qui... Mais... non, moi, je ne vois que de l'impuissance, et c'est une impuissance qui, au bout du compte, m'émeut terriblement, quoi. Terriblement. Je pourrais dire même que c'est une sorte de constat de ce que le mâle blanc est arrivé à devenir, oui, mais qu'il a été sans doute depuis des siècles, et voilà. Et alors, ça vous fait plus peur que ce qu'on lit dans les journaux quand on voit qu'une femme est tuée tous les... Que les hommes blancs ne sont pas des féministes. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout, quoi. C'est extrêmement noir. Mais La Nuit du Chasseur, c'est épouvantablement noir. Et c'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre, mais justement parce que ça va très loin dans l'humain. Et ça dépasse, oui, bien sûr, il y a les questions du féminicide, il y a les questions de l'époque. Mais il ne la tue pas, elle meurt. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Il ne la tue pas. Mais non, il ne l'a pas poussée. Mais non, il ne la pousse pas, non. Il la pousse pas. Mais non, madame, non. C'est pas ça l'histoire. Il tue le chef d'orchestre. Ah, ça oui. Il tue pas sa femme. Et après, on peut lui donner des excuses ou pas. Après, non, mais Carole, elle voulait peut-être ajouter. Non, c'est juste que la question de la morale dont vous parliez tout à l'heure, elle est là, mais la morale pour un cinéaste, c'est de penser à la place du spectateur. C'est effectivement pas de dire que les gens sont méchants ou dangereux, ça c'est ce qu'ils décrivent, c'est ce qu'ils nous racontent. Mais dans quelle place nous mettent-ils? Est-ce qu'ils nous mettent dans la position de comprendre et d'avoir une émotion et une pensée là-dessus? Moi, je trouve que ce film nous met dans cette position-là. Et c'est pour ça que je le trouve très beau, même si je suis accabée. C'est pour ça que je pensais à Stéphane Sondheim. Je ne connais que très peu d'artistes capables d'aller aussi loin dans le noir, si ce n'est écouter les œuvres de Sondheim et vous allez voir. Non, mais c'est vrai que La Nuit du Chasseur, et en même temps, la beauté de... Recite-moi l'acteur, de Chouchou, je veux dire, on est effaré, mais on ne regarde que lui. Donc, je sais pas, moi je justement, d'emblée, le spectateur il y a une adresse au spectateur. Le film commence par une adresse au spectateur. Hein, et je crois que s'il y a sur la question de la morale au cinéma, moi je pense que justement, la seule morale qu'il peut y avoir, c'est de faire confiance à ce que c'est que le cinéma. Je crois que
Caroline Champetier n'a cessé de parler de ça, de ce que c'est que cette matière cinéma, de ce qu'elle nous offre, de la complexité, de l'intériorité, de ce que les personnages eux-mêmes ne comprennent pas, ne savent pas, et d'une part, donc de ne pas juger, de ne pas porter un regard qui soit un regard de jugement, ça c'est la première chose, de laisser justement cette question de la part de noir, qu'est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on peut gagner sur ce noir ou pas, et ça s'incarne dans le film, par le travail de Caroline Champetier, par la mise en scène, par les acteurs, et puis c'est aussi faire confiance aux spectateurs, à la capacité des spectateurs d'éprouver des choses et du coup de s'interroger, parce que moi aussi j'ai vu le film 2 fois, j'aurais presque envie de revenir demain, bon, le revoir une 3e fois, c'est un tel voyage, il y a une telle richesse, il y a de telles associations, on parlait des références, mais je pense que chacun, on a rêvé le film en même temps de le voir, hein, cette porosité comme ça entre le réel, l'imagination est si forte, et c'est quoi la deuxième partie de la chanson de la fin, moi je ne la connais pas encore par cœur comme toi, l'imagination est si forte, et la voix de la raison est si ténue, hein, ce combat-là, on en parlait la nuit du chasseur, mais qui s'incarne à la fois dans la matière cinéma, dans le tourment des spectateurs, dans le tourment des acteurs, c'est aussi quelque chose qui nous est offert à nous. C'est pour ça que quand Adam Driver dit « regardez l'abysse » et qu'il y a ce regard qui nous regarde, il nous le renvoie à nous. Et dans ce sens-là, moi je crois que la morale du cinéma, c'est justement de ne pas nous dire ce que nous devons penser, mais de nous faire éprouver la complexité humaine et de nous déstabiliser pour nous faire associer des choses. On parlait de la scène de la tempête. Moi j'étais... je ne peux même pas dire, quoi. J'étais bouleversée, estomaquée. À la fin, cet homme, il est surtout toujours tout seul. C'est-à-dire qu'il est toujours avec des gens, mais il est toujours seul jusqu'à la fin. Et surtout, je pense que, moi, ce qui m'a soulevé, la première fois que je l'ai vu, et encore là, la quintessence du cinéma, après tout l'artifice, tout le déploiement de travail qu'il y a, c'est cette scène de prison, avec les 2 vrais comédiens. Tout le cinéma, il est là. C'est très simple, mais il faut le faire. Et c'est avec une star, une petite fille, qui chantent ensemble, qui sont filmés ensemble avec des profondeurs de chant, des flous, des nets, et tout marche. Et tout est dit là. Je trouve que ça m'a scotché, quoi, et sur qu'on finit sur un homme seul, dans sa cellule. Donc je pense qu'en termes de morale ou autre, c'est pour une petite fille qui reprend la main sur les adultes. Donc, moi, je ne vois pas le film est noir, mais je pense qu'il est noir comme Léo Scarax, ça a toujours été noir et romantique dans tous ses films. Ah oui. Et c'est ça qui est le fil conducteur, je pense, de ces films, c'est l'ultra-romantisme de ces films. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Alors moi, je pense que, bien sûr, le livret est noir, mais je trouve que ce qui sauve, qui n'obscurcit pas totalement ce film, c'est la dimension esthétique qui est provoquée par la couleur, par l'assemblage de la musique et des acteurs, mais en tous les cas, je ne sors pas avec l'impression de quelque chose de lourd, de grave, un message, c'est un truc que l'on connaît, mais en tous les cas, quelque chose de plutôt remarquablement beau. Par rapport à la dernière scène, mon amie disait qu'elle avait eu peur, on en a parlé un petit peu toutes les deux. Excusez-moi, j'en avais ça, il y a personne devant, parce que ça m'énerve. Moi, j'ai trouvé, au contraire, un moment de rencontre à la fin. C'est-à-dire que la façon dont vous êtes débarrassé de la marionnette me faisait penser qu'il pouvait rencontrer l'enfant qui n'était pas le jouet. Il pouvait y avoir un vrai dialogue à ce moment-là. Et je trouve que ça, c'est peut-être le message optimiste de la fin de ce travail, hein, à savoir que
on ne peut pas être dans une relation fausse tout au long d'une vie comme ça. Il y a un moment où il y a une rencontre qui peut se passer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant que vous vous débarrassiez de la marionnette et que j'ai trouvé que ce moment de chant à deux est tout à fait merveilleux. Donc pour moi, c'est pas un film lourd, c'est un film qui a un message douloureux et difficile, mais dans une... comment dirais-je, qui est apporté par une dimension esthétique et créatrice absolument... enfin, chapeau, quoi. C'est très beau ce que vous dites, parce que je crois que c'est... Enfin, je sens aussi que la parentalité est une vraie question dans le film et pour Léos. Parce qu'il a lui-même une petite fille qu'il élève seule, qu'on voit au début, dont il n'est pas le père biologique. Vous voyez, moi c'est même ça, quand il m'a raconté l'histoire, j'étais tétanisée, quoi. Je me dis, oh là là. Est-ce que vraiment c'est possible de vivre en imagination avec des choses aussi réelles et douloureuses? Ben oui, c'est possible. Enfin, disons, ça ne veut rien dire de vivre en imagination. D'en faire quelque chose, quoi. Oui, d'en faire quelque chose. Juste pour terminer sur cette scène, moi je pensais beaucoup, moi j'étais très bouleversée par ce duo final. Je le trouve vraiment, simplement bouleversé, il n'y a pas de mots. C'est très beau. Et je pensais, c'est magnifique et magnifiquement filmé. Je pensais aussi que même tout au long du film avec la marionnette, je dirais que c'est magnifiquement monté. C'est la séquence du film la plus montée. Oui, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que vous aviez fait il y a maintenant, je dirais, je ne sais pas la date, peut-être plus d'une vingtaine d'années, un film qui s'appelle Paunette. Ah bah oui, forcément. Un film de Jacques Doyon sur une petite fille qui a quoi 4 ans, qui a perdu sa maman dans le film, et que vous avez filmé. C'est un film assez incroyable. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est la rencontre. La rencontre peut enfin avoir lieu. Et elle est très belle, je trouve. Et du coup, j'avais l'impression de... Voilà, une image en appelle une autre. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de Bonnette qui était revenu. Parce que c'est une Bonnette. Parce que j'ai vu les films. Oui. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai pensé qu'à un moment, on se dit qu'il va peut-être la tuer, ou qu'il pense à la tuer. Et en fait, il peut peut-être la tuer, et on se le dit parce qu'elle est incarnée. Parce qu'en fait, tant qu'elle est une marionnette, il ne peut pas la tuer. Et qu'en fait, le fait qu'elle... Et c'est pour ça qu'on pense. Tout à coup, on se dit, tiens, il peut la tuer. Mais c'est parce qu'elle est incarnée, et que du coup, effectivement... Et en fait... et elle gagne. Parce qu'elle s'est incarnée, justement. Et donc, il ne la tue pas. Enfin, elle gagne. En même temps, elle a son père en prison. Hein. J'ai pas rêvé, elle meurt bien à la fin. La petite? Mais c'est la marionnette. C'est la marionnette. C'est la marionnette. C'est la marionnette. Elle est partie. J'imagine. C'est la marionnette qui est par terre. Oui. Moi, j'ai eu l'impression que c'est la petite. Justement, la marionnette qui s'en va. Mais je comprends. Vous voulez que je vous dise? À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça, Léos. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ce plan? En plus, que je n'ai pas très bien réussi, je ne comprends même pas pourquoi elle a fait ça. Mais ça a été des discussions, cette histoire de quand, à quel moment ça devient la petite fille, etc. Et moi, j'étais presque violente. Je lui disais, mais écoutez, Léos, on a passé tout un film, plus de 2 heures, avec une marionnette. Vous ne pensez pas qu'on va pouvoir la retirer au spectateur comme ça, quoi? Parce qu'il voulait que la petite fille la balance, quoi, soit violente avec elle. Pardon? Je dis, c'est pas la peine. Oui, c'est ça, il faut se débarrasser de tous ces trucs trop... Mais pourquoi elle est revenue, il faut lui demander à lui. Très franchement, parce que peut-être qu'il n'avait pas envie, peut-être qu'il veut revenir à l'artifice, peut-être qu'il veut revenir à la fabrication, vous voyez? Parce que la fin, il y a quand même la farandole des...
C'est la marionnette avec la peluche. Avec la peluche du singe. Ah oui. Oui, mais du coup, il y a aussi... Alors, est-ce que je peux me risquer? On peut tout interpréter. Hein. Ouais, je peux me risquer, alors je me risque. Il y a aussi quelque chose qui a à voir, puisque le spectacle, le stand-up que fait Adam Driver, enfin le personnage d'Andrew McHenry s'appelle The Ape of God, donc le gorille de Dieu. Il y a le moment où quand il garde sa fille la première fois, il la tient et c'est un gorille qui tient cet enfant. Et au fond, est-ce que ce plan de la marionnette qui n'est plus qu'un oripeau, hein, puisqu'elle est désincarnée, puisque la petite fille est devenue une vraie petite fille, avec ce... Je ne sais pas si c'est un oripeau, c'est quand même la marionnette. C'est quand même la marionnette. Mais avec cette peluche du singe, au fond, est-ce que c'est pas comme la trace de ce qu'ils ont été dans cette histoire-là, et qu'au fond, grâce à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la rencontre, est-ce que c'est pas quelque chose d'autre qui arrive là maintenant? Lui dans le coin de sa cellule et elle qui repart. Oui, mais tout est, vous voyez, après, c'est l'interprétation vous appartient. Voilà. Du coup, je crois qu'on peut très chaleureusement remercier Valérie Chambertier.